Il est 2h47 à Ouagadougou. À Ouagadougou, le calme n'est pas du repos, c'est une couverture, et un tir sec ouvre la scène. Les conspirateurs croient surprendre, mais une fréquence fantôme a déjà été surveillée, chaque ordre anticipé, chaque angle prévu. Alors une question traverse le palais, simple et glaciale, portée par Ibrahim Traoré. Qui, parmi les siens, a ouvert la porte? Si ce détail change tout, c'est que la nuit ne parle pas seulement de balles. La rue devient un acteur et l'équilibre du pouvoir bascule sans avertissement. Cette histoire promet plus qu'un récit nocturne. Elle explique comment une tentative de renversement a révélé un mécanisme de pouvoir souvent invisible où la loyauté compte autant que les armes. En moins de quelques heures, des décisions prises dans l'ombre ont engagé l'avenir d'un État entier, touchant la sécurité, l'économie et la confiance collective bien au-delà d'un seul homme. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement la survie politique d'Ibrahim Traoré, mais la capacité d'un pays à résister quand la trahison vient de l'intérieur, et que les leviers financiers remplacent les fusils. Comprendre cette séquence permet de saisir pourquoi certains coups échouent malgré une préparation minutieuse, et pourquoi la réaction populaire peut devenir un facteur stratégique décisif. Reste une interrogation centrale suspendue dès maintenant. Si le plan semblait parfait sur le papier, quelle variable a été sous-estimée au point de tout faire basculer en quelques minutes? La nuit n'a pas basculé par hasard. Dès les premières minutes, une information clé était déjà connue et un chiffre domine le dossier. Plus de 28 millions de dollars mobilisés en amont pour rendre l'opération irréversible. Cette somme n'était pas destinée uniquement aux armes ou aux hommes, mais à une architecture complète de désorganisation, mêlant logistique, influence et asphyxie économique bien avant le premier tir. Le plan reposait sur une hypothèse simple: neutraliser la tête puis provoquer une paralysie collective. Dans cette logique, l'élimination d'Ibrahim Traoré n'était pas une fin mais un déclencheur. Les documents et communications interceptés décrivent une stratégie en deux temps: choc politique immédiat, suivi d'un effondrement fonctionnel rapide, suffisamment brutal pour empêcher toute réaction coordonnée. L'objectif n'était pas la guerre ouverte, mais la sidération. Le contexte rendait ce pari crédible. Le pays sortait d'années de tensions sécuritaires, d'instabilité régionale et de défiance envers les élites. Les conspirateurs misaient sur la fatigue sociale et sur l'idée que la population resterait spectatrice, comme lors de précédents bouleversements. Ils voyaient de l'État comme une structure verticale, couper le sommet et tout tomberait. Mais cette lecture ignorait un élément essentiel: la surveillance discrète d'un canal de communication chiffré utilisé de façon répétée par le réseau de trahison. Chaque message, chaque coordonnée, chaque fenêtre temporelle a été recoupée. Lorsque l'attaque a commencé, elle entrait déjà dans un scénario connu. La surprise attendue n'existait plus. À l'intérieur du palais, la situation n'était pas perçue comme une simple menace externe. La question centrale ne portait pas sur le nombre d'assaillants ou leurs armes, mais sur la faille interne qui avait rendu l'opération possible. À ce moment précis, le pouvoir change de nature. Il cesse d'être institutionnel pour devenir une équation de confiance. Ce cadre explique pourquoi, malgré des moyens importants et une préparation longue, le plan s'est heurté à une résistance inattendue. La vraie rupture ne viendra pas des unités armées, mais d'un facteur que les chiffres seuls ne mesuraient pas encore. Dans les premières heures, la crise se lie à hauteur d'homme à travers des gestes précis plutôt que des communiqués. À l'intérieur du dispositif loyaliste, la consigne n'est pas l'escalade, mais la tenue. Cette posture donne un tempo différent à la nuit: ralentir, observer, gagner des minutes décisives.
Ibrahim Traoré apparaît alors moins comme une figure symbolique que comme un point de gravité autour duquel les décisions cessent de se disperser. Un premier cas éclaire cette dynamique. Un jeune officier placé sur un axe secondaire reçoit des ordres contradictoires provenant de canaux distincts. Au lieu d'agir dans la confusion, il attend la confirmation d'une chaîne intacte. Ce délai, minime en apparence, empêche une rupture locale et conserve une cohérence opérationnelle que les conspirateurs pensaient déjà brisée. Un second cas se joue hors des murs. Dans les quartiers périphériques, des messages circulent donc rapidement, non comme un appel structuré, mais comme une alerte diffuse. Des groupes se forment sans hiérarchie formelle. Ils ne disposent ni de plan écrit, ni de coordination centrale, mais leur simple présence modifie le calcul des assaillants, habitués à une population absente du théâtre décisionnel. Ces situations montrent un impact précoce souvent négligé. La légitimité perçue agit comme un multiplicateur de stabilité. Lorsque les acteurs intermédiaires estiment que le centre tient, ils réduisent les initiatives individuelles risquées. Le pouvoir, dans cette phase, ne s'impose pas par la force mais par la lisibilité de ses choix. Ce glissement est déterminant. La tentative de choc rapide se transforme en épreuve d'endurance, un terrain moins favorable à ceux qui comptaient sur la panique initiale. Le sens à retenir est simple et immédiat. La cohésion visible peut désamorcer une crise avant même son apogée. Au départ, la séquence devait être brève. Une entrée coordonnée, un centre neutralisé, puis une annonce au lever du jour. Mais dès les premières minutes, le déclenchement ne produit pas l'effet attendu. Les axes supposés fragiles tiennent, les communications ne s'effondrent pas. À l'intérieur, la consigne reste claire: contenir sans surréagir, laisser l'adversaire dévoiler ses cartes. Cette retenue transforme une opération de surprise en course contre le temps, exactement l'inverse du plan initial. Le premier tournant intervient lorsque les assaillants comprennent que le palais n'est ni déserté ni désorganisé. Les lumières restent allumées. Les mouvements sont mesurés. Les tirs, rares et contrôlés, ne signalent pas la panique mais la préparation. Cette lecture perturbe le rythme des conspirateurs, formés à exploiter la confusion plutôt qu'à affronter une défense lisible. À ce stade, l'attaque n'a pas échoué, mais elle a perdu son avantage principal, l'initiative psychologique. Le climax se construit ailleurs que prévu, tandis que les dispositifs armés se figent dans une attente dangereuse, la dynamique se déplace vers les abords. Des silhouettes apparaissent, d'abord isolées, puis de plus en plus nombreuses. Elles ne répondent à aucun commandement officiel. Leur progression est lente, presque hésitante, mais continue. Ce n'est pas une manœuvre militaire, c'est une présence. Et cette présence modifie brutalement les règles d'engagement. Face à cette scène, les assaillants hésitent. Tirer devient indécidable. La frontière entre cible et témoin se brouille. Le dispositif pensé pour un affrontement technique se retrouve exposé à une réalité imprévisible, la légitimité incarnée par des corps non armés. C'est dans ce moment de suspension que l'équilibre bascule. Le plan, conçu pour être chirurgical, se retrouve empêtré dans une complexité humaine qu'aucun briefing n'avait intégrée. Ibrahim Traoré observe cette inflexion sans précipitation. La décision qui suit ne vise pas à reprendre le contrôle par la force, mais à entériner le changement de terrain. L'ouverture progressive des accès transforme la défense en espace partagé. Ce geste n'annule pas le risque, il le redistribue. La ligne de protection cesse d'être strictement militaire pour devenir collective, rendant toute escalade coûteuse et politiquement explosive pour les assaillants. Les répliques sont immédiates. À l'intérieur des réseaux conspirateurs, les ordres se contredisent.
À l'extérieur, les unités loyales, jusque-là incertaines, perçoivent un signal clair. La situation n'est plus celle d'un putsch rapide, mais d'un échec en formation. Certaines positions se désagrègent sans combat. L'arrestation de figures clés suit, non comme un coup spectaculaire, mais comme une conséquence logique d'un momentum perdu. À la fin de cette phase, rien n'est encore réglé, mais l'essentiel est acquis. La tentative de renversement a cessé d'être une attaque maîtrisée. Elle est ce qu'est devenue une exposition. Et dans ce passage, la chronologie s'est retournée. Ce qui devait durer quelques minutes a ouvert une séquence longue, aux effets bien plus profonds que prévu. Avant la nuit décisive, le point de départ était clair. Une tentative de coup d'État repose sur la vitesse, la confusion et l'assèchement immédiat des capacités de réponse. Après l'échec initial, la différence apparaît tout aussi nettement. La rapidité a été neutralisée, la confusion s'est déplacée de camp et les leviers critiques ont été identifiés puis bloqués. Trois mesures chiffrées structurent cette bascule et permettent de comprendre pourquoi la dynamique s'est inversée. D'abord, un chiffre domine le dossier. Plus de 28 millions de dollars mobilisés en amont. Au point de départ, ce montant visait à garantir la continuité du chaos au-delà de l'acte militaire. Il finançait la logistique, les mercenaires et une campagne de désinformation destinée à saturer l'espace public. La différence, elle, réside dans la lecture de cette somme comme une arme économique plutôt que comme une simple ressource. Une fois exposée, elle devient traçable, contestable et politiquement coûteuse. Autrement dit, l'ampleur financière qui devait assurer la réussite a accéléré la révélation du réseau. Ensuite, un autre chiffre s'impose, 113 avoirs gelés en une seule décision. Au point de départ supposait des protections juridiques lentes, fragmentées, souvent négociables. La différence apparaît lorsque le gel est exécuté de manière synchronisée. Chaque compte bloqué retire de l'oxygène au dispositif, non seulement en termes de liquidité, mais aussi de crédibilité. Pour les acteurs impliqués, l'équation change. Financer la suite du plan devient plus risqué que s'en désengager. Cette mesure réduit l'incitation à persévérer et augmente la probabilité de défection interne. Enfin, un dernier chiffre pèse déjà. Plusieurs dizaines de suspects placés sous enquête dès la phase initiale. Au point de départ, l'impunité passée laissait penser que les responsabilités se dilueraient dans le temps. La différence se joue dans la procédure. L'ouverture rapide d'enquêtes publiques transforme la perception du risque. Même sans condamnation immédiate, l'exposition médiatique et judiciaire modifie les comportements. Les réseaux perdent leur opacité et les intermédiaires cessent d'être interchangeables. Ces chiffres ne prennent sens qu'à travers leur interprétation. Pris isolément, ils décrivent des volumes. Mis en relation, ils racontent un déplacement stratégique. Le cœur de l'opération n'était pas seulement militaire, il était financier et informationnel. En traitant ces dimensions comme des fronts prioritaires, la réponse a déplacé le centre de gravité du conflit. Ibrahim Traoré apparaît ici non comme l'unique décideur, mais comme le point d'alignement d'une séquence mesurable. La cohérence entre l'exposition des flux financiers, le gel des actifs et l'activation judiciaire crée un effet cumulatif. Chaque mesure renforce les autres, réduisant l'espace de manœuvre sans escalade armée. Le résultat n'est pas une résolution instantanée, mais un changement durable des paramètres. Là où le plan misait sur l'épuisement rapide de l'État, la différence observée indique l'inverse, une capacité accrue à absorber le choc, à nommer les responsables et à réduire progressivement les options adverses. La question suivante devient alors inévitable. Comment ces preuves sont-elles contestées par ceux qui dénoncent une réponse excessive? Les critiques les plus structurées de la séquence avancent deux arguments principaux. Le premier soutient que la réponse a été disproportionnée. Selon cette lecture,
le gel massif d'avoirs et l'ouverture rapide d'enquêtes publiques risqueraient de fragiliser l'économie, d'effrayer les investisseurs et d'installer une incertitude juridique durable. Dans ce cadre, la priorité aurait dû être le retour rapide au calme, même au prix de compromis temporaires avec certains acteurs impliqués. Le second argument insiste sur le danger politique. En concentrant l'action sur des élites connues, la transition prendrait le risque de transformer une opération de sécurité nationale en règlement de compte. Les détracteurs craignent un précédent. Une justice perçue comme instrumentalisée pourrait, à terme, affaiblir la confiance institutionnelle et nourrir de nouvelles fractures. Autrement dit, l'efficacité à court terme masquerait un coût de long terme. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles reposent sur des expériences observées ailleurs. Toutefois, les éléments disponibles dans le dossier apportent une réponse factuelle. D'abord, la temporalité. Les mesures ont été déclenchées immédiatement après la tentative de déstabilisation, non dans un contexte apaisé. Cette proximité réduit l'interprétation opportuniste et renforce le lien entre action et menaces identifiées. Ensuite, la nature des preuves. Les décisions ne s'appuyaient pas sur des accusations vagues, mais sur des flux financiers documentés, des communications interceptées et des connexions opérationnelles établies. Cela distingue la démarche d'une purge politique classique. Le cadre invoqué est celui de la sécurité nationale, avec des procédures spécifiques, et non celui d'une sanction arbitraire. Enfin, l'argument économique se heurte à un constat inverse. L'incertitude majeure pour les acteurs économiques n'était pas la réponse de l'État, mais la perspective d'un effondrement fonctionnel orchestré. En neutralisant rapidement les leviers financiers du chaos, la réponse a réduit un risque systémique plus large. Dans cette lecture, l'action associée à Ibrahim Traoré ne nie pas les dangers soulevés par ses critiques, mais elle les hiérarchise. Le choix opéré privilégie la stabilisation des paramètres fondamentaux avant la normalisation politique. Reste à voir comment ce calcul résiste à l'épreuve du temps et de l'opinion. Ce point de bascule change la lecture de toute la séquence. Jusqu'ici, l'attention se portait sur la nuit, les mouvements armés et la tentative d'élimination. Mais le cœur du dossier apparaît ailleurs. L'attaque militaire n'était qu'un déclencheur destiné à masquer une opération plus large, plus lente et potentiellement plus destructrice. Une fois cette clé posée, les événements s'ordonnent différemment. Les documents financiers récupérés et les communications analysées indiquent une logique de continuité. Même en cas d'échec tactique, le plan conservait une capacité de nuisance. L'objectif n'était pas seulement de renverser un pouvoir, mais de rendre l'État ingouvernable, perturber l'électricité, bloquer les circuits bancaires, saturer l'espace médiatique. La violence visible devait détourner l'attention pendant que les mécanismes essentiels étaient asphyxiés. Dans cette perspective, la décision de traiter la dimension économique comme un champ de bataille devient centrale. Elle explique la rapidité des mesures et leur caractère public. Ibrahim Traoré n'apparaît plus uniquement comme la cible initiale, mais comme le point autour duquel s'organise une défense systémique cherchant à fermer toutes les issues simultanément. Cette révélation redistribue les rôles. Les assaillants ne sont plus seulement des acteurs armés, et la réponse n'est plus uniquement sécuritaire. Le conflit change d'échelle et de temporalité. À partir de là, une question s'impose. Si le coup visible a échoué, quels effets concrets cette stratégie plus profonde a-t-elle déjà produit sur le pays? Les effets de cette séquence se mesurent désormais sur plusieurs plans, bien au-delà de la nuit initiale. Pour l'État, la première conséquence est institutionnelle. La tentative de déstabilisation a accéléré des mécanismes qui, en temps normal, auraient les pris des mois. La coordination entre renseignement, justice et autorités financières s'est resserrée,
réduisant les zones grises où prospéraient les réseaux opaques. Le message interne est clair. La sécurité nationale inclut désormais les flux économiques et informationnels, pas seulement le contrôle territorial. Cette redéfinition modifie durablement la manière dont les menaces sont identifiées et traitées. Pour les entreprises, l'impact est plus ambivalent. À court terme, l'exposition d'avoirs gelés et d'enquêtes en cours crée une prudence accrue. Certains acteurs retardent des décisions attendant de comprendre l'ampleur des audits. Mais en parallèle, un signal de fond se dessine. Les règles du jeu changent. Les entreprises non liées au réseau incriminé bénéficient d'un environnement où la concurrence déloyale, alimentée par des capitaux politiques protégés, est remise en cause. À moyen terme, cette clarification peut réduire un risque structurel longtemps intégré comme inévitable. Du côté des citoyens, la conséquence la plus visible est psychologique. La nuit du choc a été suivie d'une phase de mobilisation diffuse, puis d'une attente vigilante. Le fait que les procédures soient publiques, expliquées et inscrites dans un cadre légal renforce un sentiment rarement observé, celui d'être témoin et non simple spectateur de l'exercice de la justice. Cette perception ne garantit pas l'adhésion totale, mais elle réduit la distance entre décisions politiques et vécu quotidien. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré devient moins une figure isolée qu'un repère autour duquel se cristallise une demande de cohérence. À l'échelle régionale, enfin, l'effet est attentivement observé. Dans un espace sahélien marqué par des transitions répétées et des ingérences multiples, le traitement public d'une tentative de coup combinée à une réponse financière ferme constitue un précédent. Les voisins évaluent les risques de contagion, mais aussi les opportunités. Un État capable de neutraliser des réseaux internes sans implosion immédiate modifie les calculs diplomatiques et sécuritaires. La question n'est pas l'imitation mécanique, mais l'adaptation possible de ce modèle. Ces quatre niveaux se répondent. Une institution plus lisible rassure partiellement l'économie. Une économie moins capturée apaise la société et une société mobilisée renforce la position régionale. Rien n'est automatique et les tensions persistent. Mais le payoff central est là. La tentative de chaos a produit un effet inverse en rendant visibles des lignes de responsabilité longtemps dissimulées. Reste alors l'enjeu décisif. Comment ces conséquences s'inscrivent-elles dans le temps et quel chemin plausible s'ouvre pour les 6 à 12 prochains mois? On peut d'abord envisager un scénario de base. Prolonge la trajectoire actuelle sans rupture majeure. Les enquêtes suivent leur cours, les avoirs gelés restent sous contrôle judiciaire et la pression sécuritaire demeure élevée mais contenue. Dans ce cadre, l'État consolide ses procédures sans accélération spectaculaire. La stabilité est relative, suffisante pour éviter l'effondrement, insuffisante pour dissiper toutes les incertitudes. L'économie avance prudemment, les acteurs attendant des signaux clairs de normalisation. Ibrahim Traoré, dans ce scénario, reste le point d'équilibre d'un système en transition, contraint de gérer des attentes fortes avec des marges limitées. On peut aussi imaginer un scénario plus optimiste. Suppose un enchaînement vertueux. Les procédures judiciaires gagnent en crédibilité par leur transparence et leurs résultats mesurables. Les audits clarifient les responsabilités sans s'enliser. Cette lisibilité réduit la peur de l'arbitraire et attire un soutien plus large, y compris parmi des acteurs économiques jusque-là attentistes. La coopération régionale s'améliore sur les volets financiers et sécuritaires, limitant les contournements. Dans cette hypothèse, la séquence actuelle devient un tournant fondateur. La tentative de chaos est requalifiée en catalyseur de réformes structurelles. À l'inverse,
Un scénario plus sombre reste possible, repose sur l'érosion progressive de la cohésion. Les procédures s'allongent, les décisions tardent et les récits concurrents reprennent de la force. Les réseaux mis sous pression se recomposent discrètement, exploitant les lenteurs et les divisions. La fatigue sociale s'installe, transformant l'exigence de justice en impatience. À l'extérieur, des acteurs hostiles testent les limites par des actions indirectes, informationnelles ou économiques. Dans ce contexte, la réponse initiale perd de son effet dissuasif et le risque de nouvelles déstabilisations augmente. Face à ces scénarios, une recommandation de méthode s'impose. Il ne s'agit pas de prédire, mais de conditionner. Chaque trajectoire dépend de décisions concrètes, rythme des procédures, qualité de l'information publique et capacité à transformer des mesures d'exception en règles lisibles. Le facteur clé n'est pas l'absence de tension, mais la manière dont elle est gérée et expliquée. Ainsi, les 6 à 12 prochains mois ne diront pas seulement si la tentative a échoué. Ils diront si la réponse a su passer de l'urgence à la gouvernance et si l'équilibre construit autour d'Ibrahim Traoré peut se traduire en institution durable plutôt qu'en dépendance à une figure centrale. Pour une partie du public, l'impact se lit d'abord à travers la sécurité quotidienne. Les habitants des zones urbaines perçoivent une présence plus lisible des institutions et une réduction de l'incertitude immédiate. Cela ne signifie pas la disparition des menaces, mais une clarification. Qui décide, selon quelles règles et avec quels objectifs? Cette lisibilité réduit l'anxiété diffuse qui accompagne souvent les périodes de transition prolongées. Pour un second groupe, notamment les acteurs économiques ordinaires et les travailleurs indépendants, l'effet est plus pragmatique. Les audits et les contrôles renforcés suscitent une vigilance accrue, parfois perçue comme une contrainte. Mais, en parallèle, l'idée que certains privilèges historiques soient remis en cause crée une attente nouvelle, celle d'un terrain plus équitable. Même sans bénéfice immédiat, la perspective d'une concurrence moins biaisée devient un facteur de projection à moyen terme. Un troisième groupe, plus jeune et plus connecté, réagit surtout sur le plan symbolique et civique. La visibilité des procédures, les débats publics et la circulation d'informations alimentent un sentiment d'implication. La politique cesse d'être un théâtre lointain. Elle devient un espace où les choix ont des conséquences observables. Cette dynamique n'assure pas l'adhésion totale, mais elle favorise l'attention et la participation, deux ressources rares dans des contextes marqués par la lassitude. Ces perceptions ne sont ni homogènes ni figées. Elles évoluent au rythme des décisions et de leur explication. Ce qui compte pour ces groupes n'est pas la perfection des résultats, mais la cohérence entre discours et action. Lorsque les mesures sont compréhensibles, même difficiles, elles sont plus facilement acceptées. La question clé devient alors personnelle. Face à ces changements, chacun se situe-t-il comme simple observateur ou comme acteur attentif capable d'influencer, même marginalement, la trajectoire collective? La phase suivante exige une traduction opérationnelle des décisions prises dans l'urgence. Une feuille de route crédible repose sur des étapes lisibles, des responsabilités identifiées et des critères de suivi public. D'abord, vient la sécurisation procédurale. Les autorités judiciaires et financières fixent un calendrier clair pour les enquêtes prioritaires avec des points d'étape réguliers. La mesure se fait par des jalons publiés, dossiers ouverts, auditions réalisées, décisions intermédiaires rendues. Ensuite, il faut la transparence économique ciblée. Les institutions financières coopèrent sous supervision indépendante pour cartographier les flux à risque sans paralyser l'activité légitime. L'indicateur clé n'est pas le nombre d'avoirs gelés, mais le délai de traitement et la capacité à distinguer rapidement les actifs licites des actifs litigieux.
Cette précision réduit l'incertitude et limite les effets collatéraux. Puis, il devient essentiel de mettre en place la communication civique structurée. Un dispositif d'information régulière explique le pourquoi des décisions, leurs limites et leurs échéances. Le succès se mesure à la stabilité des récits publics, moins de rumeurs persistantes, plus de références à des faits vérifiables. La pédagogie devient un outil de sécurité. Après cela, la priorité passe par la coordination régionale. Les partenaires voisins sont associés sur les volets financiers et informationnels afin de réduire les contournements. Les indicateurs portent sur la coopération effective, échange d'informations, délai de réponse, action conjointe. Enfin, il convient d'assurer l'évaluation indépendante. Un audit périodique, public dans ses conclusions, vérifie l'alignement entre objectifs et résultats. Cette boucle de contrôle empêche la normalisation de l'exception. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré n'est pas le gestionnaire de chaque levier, mais le garant de la cohérence d'ensemble. La réussite ne se juge pas à l'intensité des mesures, mais à leur capacité à devenir des règles stables, compréhensibles et mesurables dans le temps. Le fil conducteur revient là où tout avait pris forme, non dans une salle de commandement, mais dans ces gestes ordinaires qui ont redéfini la nuit. Le motif n'était pas la force brute, mais la présence assumée, celle qui transforme une institution lointaine en espace partagé. En rappelant cette image, la séquence cesse d'être une chronique d'événements pour devenir un repère collectif. Ce rappel éclaire la portée du moment. Ce qui a été défendu n'était pas seulement une fonction présidentielle, mais une idée de responsabilité partagée. Lorsque les portes s'ouvrent et que les lignes se brouillent, le pouvoir change de texture. Il ne s'impose plus verticalement, il circule. Cette circulation explique pourquoi la tentative de rupture n'a pas produit l'effet escompté. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme le point de convergence d'attentes longtemps diffuses. La comparaison avec les cycles passés est inévitable, mais elle n'est plus paralysante. Le poids de l'histoire est reconnu sans être accepté comme fatalité. La phrase à retenir est simple, presque sèche. La dignité ne se délègue pas, elle se pratique. Ce rappel ferme la boucle ouverte au début en reliant la nuit du choc à une perspective plus large, faite de vigilance et de continuité plutôt que d'illusion. À ce stade, l'enjeu dépasse largement la chronologie d'une tentative avortée. Ce qui se dessine touche à une question plus large, presque sociale. Comment une communauté choisit-elle de rester attentive une fois la tension retombée? Les institutions peuvent agir, les procédures peuvent avancer, mais leur solidité dépend aussi du regard porté sur elles, jour après jour. Cette histoire invite moins à applaudir qu'à observer. Observer si les engagements sont tenus, si les règles annoncées deviennent des pratiques et si la transparence promise résiste à la routine. Dans ce cadre, le rôle du public n'est pas spectaculaire, mais essentiel. L'attention collective agit comme un rappel permanent que les décisions ne se dissolvent pas dans l'oubli. Ibrahim Traoré incarne aujourd'hui un moment de convergence, mais ce moment n'a de valeur que s'il s'inscrit dans une continuité partagée. La vigilance n'est pas une défiance systématique, elle est une forme de participation. Elle maintient l'écart nécessaire entre le pouvoir et la complaisance. La question finale reste ouverte et elle vous concerne directement. Après avoir vu comment une nuit a changé une trajectoire, comment chacun choisira-t-il de rester présent sans bruit mais sans relâche dans les chapitres qui suivent